Nominated for 5 César Awards in France, including Best Picture, Best Actor, and Best Screenplay, A Matter of Taste cooks up a shrewd psychological thriller from the encounter of a wealthy man and the younger man he hires as his food taster. Director Bernard Rapp, well known in France as a distinguished journalist and documentarian, as well as filmmaker, talks to Canapé about how finding our own double may be a very dangerous game. Une affaire de goût, c'est une histoire à entrées multiples. C'est un film noir, c'est un thriller, comme on dit chez vous. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise à qui tout réussit. Il est riche, il est intelligent, il est beau, il a beaucoup de chance. Il a quelques problèmes dans la vie, notamment il est phobique. Et il est quelque part un peu fou, tellement fou qu'il va se doter des services d'un goûteur, un taster. Et ça paraît un petit peu fou comme ça, mais cet homme, je rappelle que c'est un film noir, cet homme a une idée derrière la tête. Et tout le générique raconte ce qu'est l'histoire du film, puisque le générique, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cuisine de grands restaurants où on prépare des plats absolument merveilleux, mais pour préparer des plats merveilleux, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on coupe, qu'on tranche, qu'on éviscère, c'est constamment un peu de souffrance derrière la beauté du plat qui arrive. Et ça dit assez bien ce qu'est l'histoire du film. Moi, je pense que c'est un film qui joue autour des masques. Et c'est vrai que la gastronomie est l'un des nombreux masques, puisque c'est la raison pour laquelle le jeune homme va être engagé comme goûteur. C'est une rencontre dans un restaurant, le chef d'entreprise est habitué de ce restaurant, il voit un serveur qui semble intéressé, il lui demande de goûter quelque chose et il va l'engager. Et c'est vrai que ça va commencer à jouer autour de la gastronomie, puisque ces gens-là vont aller dans les très belles tables. Le tournage du film s'est passé à Lyon, qui est une très grande capitale gastronomique. Ce qui commence comme un jeu assez léger, avec quelqu'un qui va goûter sa nourriture, parce qu'il ne supporte pas un certain nombre d'aliments, va tourner à un jeu beaucoup plus dangereux, puisque ce tycoon va lui demander de goûter des choses de plus en plus personnelles, de plus en plus intime, de plus en plus privé. On se verra au bout du compte que tout ça était un piège qui était monté de toutes pièces depuis le début. Le sujet de ce film, c'est l'obsession d'un homme à qui tout réussit ou tout semble réussir, et qui en fait est obsédé par une chose qui n'est pas si étrange et pas si rare que cela. C'est la volonté de trouver face à lui quelqu'un qui lui ressemble complètement. C'est le mythe de Narcisse, hein, c'est le mythe de Narcisse qu'on voit bien à travers la mythologie. Tout le jeu du patron va être d'amener le goûteur à lui ressembler de plus en plus, puisqu'il veut lui faire goûter des choses qui lui sont tellement personnelles qu'il va voir dans ses yeux le plaisir qu'il y prend. C'est-à-dire que le patron n'a même plus besoin de goûter les choses, il suffit qu'il regarde son goûteur pour savoir si c'est bon. Et donc le mimétisme, je dirais presque le clonage, en tout cas mental, c'est un choix absurde. Et ça ne peut que finir mal, parce qu'on ne peut pas du tout fabriquer un autre soi-même. Mais vous savez, c'est une maladie, c'est la maladie du double, c'est une maladie assez connue, c'est quelqu'un qui ne peut pas aimer quelqu'un d'autre que lui-même. C'est une maladie un peu infantile en même temps, je veux dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas donner d'amour aux autres de toute façon. Alors il y a une question qu'on a beaucoup posée sur la sexualité de ce film, puisqu'on se trouve entre deux hommes qui se rapprochent énormément. Moi je pense qu'il y a de la sexualité refoulée tout le temps, mais il n'y a pas de sexe, parce que les personnages n'en ont pas assez à offrir aux autres pour donner du sexe. It's an old thread from child to parent. I'm going to run away to the circus. That's been a bit hard to do in the USA in recent years. In France, it's easier, but you end up in a first-rate school administered by CNAC, the National Center for the Circus Arts. Canapé is there as 2 French students talk about what they've learned and show what they do to a delighted workshop audience in Shreveport, Louisiana. Le Centre national des arts du cirque est une école qui forme des futurs artistes. C'est un cursus qui dure 4 ans. Voire même 5 ans. Et Voire là, 5, on oui. en est à notre 4e année, au début de notre 4e année, donc le cursus s'approche à la fin. On est venu à Shreveport pour présenter un petit spectacle de cirque nouveau. C'est pour faire connaître un peu le cirque nouveau français à l'étranger, sur le territoire américain. Par la même occasion, on anime tous les après-midi des workshops, c'est des cours pour les enfants
qui ont été sélectionnés selon leur capacité physique pour pratiquer le jonglage, le fil, tout ce qui est acrobatie, portée. Donc ça a commencé il y a 2 jours et on fait ça tous les après-midi. On a des enfants qui vont d'environ 8 à 16-17 ans à peu près. Donc c'est fait par tranche d'âge. On a 3 groupes, 8-10 ans, 12-14 et puis 14 et plus. Ces enfants, on les sent déjà bien motivés, ils ont envie. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Et c'est agréable de leur donner cours parce qu'on sent qu'ils nous écoutent et qui réellement ils ont envie de faire quelque chose. Ils essayent, même s'ils n'y arrivent pas forcément, ils essayent. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'enfants qui ont des capacités. C'est vrai que déjà il y a beaucoup de jeunes qui font de la danse ou de la gymnastique, donc physiquement elles ont l'habitude de bouger, de faire du sport. C'est vrai que pour ça, pour faire ce qu'on fait, c'est super agréable de les avoir parce que ils ont envie d'essayer, de tout essayer, de travailler. Ils n'ont pas peur de recommencer parce qu'ils sont habitués à avoir cette assiduité. Moi, j'en ai vu au fil qui vraiment se débrouillaient très très bien, qui par exemple, dès la première traversée sur le fil, sont capables sans moi, de traverser, d'arriver à sentir leur équilibre. C'est au niveau de la coordination, tout ça, je pense que le sport aussi les aide beaucoup, parce qu'ils connaissent déjà leur corps, donc ils ont des facilités déjà. Moi j'ai trouvé vraiment une grande chaleur, surtout le festival, dès qu'on peut aller manger ou on peut aller voir un concert le soir. À chaque fois on va croiser 5-10 personnes qui vont venir nous voir personnellement en fait et nous dire qu'ils ont aimé le spectacle. Et moi ça me touche d'autant plus qu'il y a un rappel à la française, quoi. C'est peut-être leur façon à eux de nous dire qu'ils ont aimé et c'est vrai qu'on s'en rend compte sur le festival et je trouve ça très touchant. Some students are lucky enough to study French, one of the world's most important languages. Other students are even luckier to do so in Paris or elsewhere in France. Canapé recently visited the offices of MICEFA in Paris. John D. Edwards, a professor at the University of Paris and director of the office, talks with Canapé about the pleasures and values of learning French culture and language from the inside. MICEFA is an acronym for Mission interuniversitaire de coordination des échanges franco-américains, the International Office for the Coordination of Franco-American Exchange. It's a somewhat pompous and perhaps inflated term to say that the MICEFA is an office whose job it is to promote university exchange between France's universities and those of the United States. This is our mission, this is what we do, and we've been doing it for approximately 18 years. The adventure began in New York, actually on a park bench in Central Park, after I had spent about 1.5 years as a visiting professor at City College up in Harlem. And I'd been particularly impressed by the students that I had met during that period, and also by a whole series of similarities between the city university system, whether it's numbers, recruitment, social background, kids who work, kids who are coming from poor families, kids who were making an extraordinary effort to go through universities, and the kids in Paris. I thought really we should institutionalize these exchanges. And that was the beginning
of the MISAFER on the French side and the Paris-New York exchange program on CUNY side. The fundamental motives that we have here in France to attract American students, and particularly CUNY students are at the foundation of this whole exchange program. One of the things that we do wish to promote is international understanding and international friendship. We do it also because we believe that for our French students going over to the United States, it is an extraordinary experience to be integrated into an academic community. And we also believe that it is a great experience for CUNY students to be integrated into an academic experience outside of the United States and located in the heart of Europe. These students, unlike many students who come to France from the United States, do not find themselves ghettoized in what we call island programs, as a program set up by American universities, where the students rarely have an occasion to see other French students. They live and they work largely amongst themselves, with the odd French professor thrown in just so that they really are reminded every now and then where they are. Whereas our program is a total experience. It's an academic experience, it's a cultural experience, and it's a human experience. We've had, I don't keep statistics on this, quite a number of defectors on both sides of the Atlantic, people who have got married, changed the course of their lives as a result of this program. All the students that I've talked to, all the American students that I've talked to, the CUNY students, because this is exclusively a CUNY program, say that it was the most wonderful way to make a contact with a very different place. And as you know, France is a different place. Everything is ordered differently. They can get surprises from what they're served for breakfast, and certainly if snails appear, this is the ultimate gastronomic shock. They're surprised and amazed that the French can spend 3 hours over lunch, and it is not something which is expedited as though the devil was at their rear end and you had to get it over and done with and out. The enhancement of the individual's educational experience, whether we're talking about CUNY students or Paris students, I think is something that we should have no doubt about. It is enormous. They're not the same people, neither the French when they come back nor the Americans when they return. They have been, to some degree, transformed. And after all, a little transformation is the next best thing to a complete education. The epic of colonialism, presumably closed many years ago, continues to produce unexpected results. One of the most beguiling is the renaissance of literature coming from formerly colonized or enslaved peoples. A native of Guadeloupe, Gisèle Pineau is one of the voices of Créolité, the distinct literature written about the experience of people of African descent in the French Antilles. The charming author talks to Canapé about her themes, her novels, and her creative process. Alors, je suis une écrivaine de la Guadeloupe, mais je ne suis pas née en Guadeloupe, je suis née à Paris. J'ai passé mon enfance et mon adolescence dans la région parisienne. J'ai été partagée entre la France et les Antilles, et j'ai longtemps voulu appartenir à la Guadeloupe et me faire reconnaître en tant que Guadeloupéenne, et notamment avec mon premier roman, La Grande Rive des Esprits, où je rentre vraiment dans la chair du pays, où j'explore la langue créole et je la mets en présence de la langue française. L'écriture a longtemps été pour moi une fuite, une façon de fuir l'environnement, parce que pendant mon enfance, j'ai beaucoup souffert du racisme, et c'est un de mes thèmes aussi, l'exil, le racisme, la violence, les préjugés. L'exil, selon Julia, c'est l'expression d'un manque.
ce manque qui était en moi pendant toute mon enfance. Et j'ai vécu auprès de ma grand-mère Moya un exil par procuration. Je me sentais, j'étais pas née en Guadeloupe, mais je me sentais exilée. Je rêvais avec ma grand-mère Moya de ce pays, de cette île lointaine, perdue. C'est un pays rêvé. Mais après, j'ai affronté le pays réel. Je ne me sens pas, je ne me sens plus exilée. Je n'ai plus envie aujourd'hui, à 45 ans, d'être exilée. Je me dis, j'appartiens au monde. En 1998, j'ai voulu écrire sur l'esclavage. Avec Marie Abraham, qui s'est occupée de toute la partie historique de cet ouvrage, Femmes des Antilles, tracez voie 150 ans après l'abolition de l'esclavage, j'ai voulu me souvenir surtout. Et regarder l'esclavage, non pas comme une historienne, mais comme une femme du XXe siècle, et me dire, voilà ce que ces femmes ont fait, voilà comment ces femmes ont construit, voilà comment ces femmes ont lutté, quels ont été leurs moyens de lutte. Je crois que la femme a toujours gardé son corps de femme dans le regard du maître, dans le regard de celui qui pratiquait la traite négrière. Elle a été possédée, désirée, convoitée par cet homme blanc. Elle a porté les premiers enfants du métissage. J'ai voulu regarder ces femmes et leur rendre hommage, me souvenir que beaucoup d'entre elles avaient utilisé leur corps de femme pour aller vers un affranchissement, pour aller vers la liberté. Et on se demande comment l'esclavage existe encore sur la Terre, mais comment des millions d'êtres humains ont accepté que cela soit possible et à cette échelle, nier l'autre en tant qu'être humain, nier l'autre dans son humanité. Et c'est ce que j'ai voulu dire aussi aux Antillais qui ne veulent pas entendre parler de l'esclavage. Je dis, nous n'avons pas à avoir honte. Nous venons de ces gens qui étaient courbés dans les champs. Most people know Corsica as the birthplace of Napoleon. Like many island cultures, it absorbs and recycles what comes to its shores. Since 1977, the musical group I Mouvrini has extended that tradition to Corsican music. Sought as collaborators by stars such as Sting, these creators of more than 10 European albums find room for Cajun, Celtic, and other world music styles within their Corsican polyrhythmic bass. Canapé catches the group on its first North American tour. Les Mouvrini sont un groupe qui vient de Corse, cette île qui se trouve au cœur de la Méditerranée, dans le sud de la France. Une petite île, 250 000 habitants pour 8000 km². Une île où le chant a une place importante dans l'expression culturelle, avec une langue qui est la langue corse, que nous chantons, que nous exprimons. Une île bien sûr à laquelle nous sommes en tant qu'artistes profondément attachés, mais en même temps une île qui est totalement reliée au monde, reliée à son entité culturelle qui est celle de la Méditerranée et reliée à d'autres influences de par le monde que la musique essaie de bien témoigner. La polyphonie, c'est d'abord un art extrêmement populaire, donc il n'y a pas, dans une tradition orale, il n'y a pas de cours de polyphonie, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'éducateur. Il y a simplement une musique qui est dans les rues, dans les villages, dans les églises, dans les bars, que vous entendez et qui vous capte, et que vous épousez, avec laquelle vous vous mariez très vite. Et notre école, ça a été ça. Donc très très tôt, on a été confronté à cette musique maternelle de la Corse, qui est une musique qui vient certainement des siècles précédents, qui est une musique forte, qui est un peu comme, je crois qu'en chantant la polyphonie, les Corses donnent le sentiment d'être à la fois de prier, c'est un peu une musique sacrée, c'est une musique populaire,
Et c'est une musique aussi qui, parce qu'elle a traversé les siècles et les périodes, est extrêmement moderne et contemporaine. Ça n'a pas été facile de trouver le chemin, en Corse d'abord. Ensuite, je crois que Imovrine ont été reconnus et aidés par d'autres artistes français, éminemment connus en France et en Europe, comme Jacques Dutronc, comme Véronique Sanson, comme Michel Fugain. Mais d'autres collaborations sont venues plus tard, avec Sting par exemple, ce dernier duo qu'on a fait avec lui sur Fields of Gold. Tout ça, bien sûr, a contribué. Puis la fidélité d'un public qui a compris que ce que nous chantons n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Corse, mais qui est quelque chose de terriblement universel, de terriblement partagé dans le monde entier. Quand je chante ma terre, je chante toutes les terres du monde. Nous sommes de ceux qui pensent que la musique est toujours une force du bien, une force positive. Elle peut contribuer à contredire un certain nombre d'injustices. Elle peut contribuer à rassembler aussi. Je crois que l'exemple corse aujourd'hui, il est l'exemple de ce qui peut advenir dans le monde. À chaque fois que l'on méprise l'identité et la culture de l'autre, on obtient l'injustice, on obtient quelquefois la violence, quelquefois les drames, et en tout cas jamais la paix. Et je crois je suis profondément, parce que nos armes à nous, ce sont les mots, c'est l'émotion, c'est la conviction. Je crois qu'il y a un chemin pacifique pour sortir de la situation dans laquelle est la Corse aujourd'hui et pour trouver une façon de vivre en harmonie avec le monde, avec ceux qui l'entourent.